Dans l'actualité ce soir, l'optimisme affiché du gouvernement à propos de la croissance économique du Burkina Faso en 2023. L'exécutif table sur un taux de plus de 5% alors que les institutions internationales, elles, disposent d'une tendance baissière. Quels sont les différents arguments? Vous les entendrez dans ce journal. Dans ce journal également, gros plan sur une pratique sociale devenue médicale au fil du temps. La circoncision, vous allez le voir, continue de se faire à domicile. Si certains parents préfèrent se rendre à l'hôpital pour la pratiquer chez les garçonnets, d'autres continuent de faire confiance à la méthode traditionnelle, jugée plus sûre. Et puis ce défi majeur au Burkina Faso, l'essentiel des mines en exploitation serait en fin d'activité. Se pose alors la sensible question de leur réhabilitation. À Bagassi, à la mine d'or de Horst Gold Sanou, les acteurs veulent anticiper pour laisser à la génération future un domaine sans risque. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 21 août. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Mais avant le développement de tous ces titres, cette bonne nouvelle qui vient de nous parvenir, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango remporte la médaille d'or au triple saut aux mondiaux d'athlétisme. L'athlète burkinabé a réussi un bond de 17 mètres 64 cm. C'est sa première médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme. Toutes nos félicitations à Hugues Fabrice Zango. La suite du journal, le ministre de la Santé, Abobo Dioulasso, en train de faire du porte-à-porte. Robert Jean-Claude Kargougou et ses équipes sensibilisent les populations sur la nécessité de lutter contre les zones larvaires ni du paludisme. C'est la matérialisation des journées de lutte anti-larvaire couplée à la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. On en sait davantage avec Majid Bakouan. Quartier Lafia-Bougou dans l'arrondissement 6 de Bobo Dioulasso. De concession à concession, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède à la sensibilisation des familles sur l'identification et la destruction des gîtes larvaires. Dans ces concessions, des enfants dont l'âge est compris entre 3 et 59 mois reçoivent des doses pour leur protection contre le paludisme. Par ces actes, le docteur Lucien Jean-Claude Kargougou lance ainsi les journées nationales de lutte anti-larvaire, des journées couplées à la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Vous savez que dans le mode de transmission du paludisme, c'est au niveau des flaques d'eau qui sont souvent au niveau des concessions ou alors au niveau des rues, de l'environnement, que les moustiques se développent, que les larves se développent, et c'est à partir de ce moment que la transmission peut se faire. Donc pour être très efficace, nous avons décidé de coupler à la CPS une campagne de destruction de ces gîtes larvaires. Pour la mise en œuvre de cette campagne, près de 50 000 volontaires appuyés par des agents de santé seront déployés sur le terrain. Leur mission, sensibiliser les familles sur les méthodes d'identification et de destruction des gîtes larvaires. Nous avons ce qu'on appelle la destruction physique. Par exemple, si vous rentrez dans une concession et que vous avez un récipient qui contient de l'eau qui stagne, c'est vraiment le lieu propice pour que les moustiques se développent. Et donc, les conseils que nous avons donnés aux populations, c'est de renverser tout simplement ces récipients qui contiennent de l'eau qui stagne. L'autre aspect, c'est devant les cours. Vous avez en fait nos rues où nous avons des flaques d'eau. Donc nous avons conseillé que les ménages puissent, dans un élan solidaire, se mettre ensemble pour pouvoir détruire en fait les gîtes larvaires en comblant par exemple ces flaques d'eau avec de la terre par exemple. Le deuxième type de destruction, c'est la destruction des gîtes larvaires avec des biolarvicides. Vous avez vu des agents qui sont en combinaison et qui ont des équipements pour pulvériser. À l'issue du lancement de cette campagne, la délégation du ministère de la Santé a visité quelques infrastructures sanitaires en chantier. Il s'agit du centre de radiothérapie en construction et les unités du CMA de Dafra.
La saison des pluies au Burkina Faso rime avec le paludisme, mais aussi avec la dégradation des voiries qui occasionnent des accidents et autres traumatismes. À Somgandé, un quartier de Ouagadougou, les résidents s'organisent pour apporter un nouveau souffle aux axes tombés en désuétude dans leur localité. Les nids de poules et autres crevasses ont pu être réparés grâce à cette action citoyenne conduite par l'association Wendpanga des petits commerçants. Amadou Odiko. Des jeunes mobilisés ce samedi 19 août pour des travaux d'intérêt commun sur l'avenue de la Somalie du quartier Somgandé, arrondissement 4 de Ouagadougou. Munis de matériel de construction, ils tentent d'être utiles en colmatant les nids de poules, souvent à l'origine d'accidents mortels. L'initiative est de l'association Wendpanga des petits commerçants. Nous sommes des commerçants qui est cités au bord de la route. On voit des accidents qui, à chaque fois, c'est nous-mêmes qui sommes là pour aider les accidentés. Donc souvent, c'est compliqué. C'est vrai que ce que nous avons eu comme l'idée, les gens disent que ça ne dure pas, mais ça va permettre en tout cas à la population de circuler à un bout de temps. Ce n'est pas notre première fois aussi. On a fait ça le 15 août 2021. On a prévu l'année passée, 2022, de le faire, mais on n'a pas pu faire. Ces travaux qui associent plusieurs acteurs sociaux bénéficient de l'accompagnement des autorités communales. Sur les lieux, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4, Salomon Kambou, vient encourager ces jeunes pour leur noble initiative qui devrait permettre de réduire les cas d'accidents sur ce tronçon. C'est ce qu'on demande à nos populations au niveau local, c'est d'y prendre ce genre d'initiative pour aussi aider les pouvoirs publics à pouvoir en tout cas consacrer en tout cas les ressources pour relever les défis, les nombreux défis que nous connaissons ici dans notre pays. Cette opération de l'association Wendpanga des petits commerçants est possible grâce aux contributions volontaires des résidents de Somgandé. La structure entend multiplier ce genre d'initiatives pour la sécurité des usagers. Excusez-moi, nous sommes lundi et comme vous le savez, chaque début de semaine, place à la chronique économie de ce lundi. Ce sont deux écoles qui se côtoient, mais qui ne parlent pas forcément du même langage. La première, les autorités de la transition qui tablent sur un taux de croissance économique de plus de 5% en 2023. Mais en face, il y a les institutions internationales qui sont plus ou moins pessimistes. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international prévoient des chiffres moins reluisants du fait de l'insécurité et de l'ossature même du budget. Qu'est-ce que tout cela signifie et implique? Élément de réponse avec Archimède Boy. 5,3%, c'est le taux de croissance économique prévu au Burkina Faso cette année par le gouvernement de transition. Ce taux est élevé par rapport à celui de l'année dernière, estimé à 2,7%. L'exécutif burkinabé fonde son optimisme sur une reprise de la production d'or avec la réouverture des sites miniers fermés en 2022 et l'ouverture des nouveaux sites découverts. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. Rapport dans lequel l'institution financière note que ses prévisions sont plus élevées que celles prévues par ses experts et ceux du FMI, le Fonds monétaire international. Ces deux bailleurs de fonds prévoient pour le Burkina Faso respectivement un taux de croissance de 4,3% et 4,9% en 2023. Ils sont plutôt pessimistes au regard de la persistance de l'insécurité qui menace l'activité minière. Pessimisme affiché également par les institutions de Bretton Woods au niveau du déficit budgétaire cette année, là où le gouvernement de transition annonce une légère baisse de 4,7% du PIB en 2023 contre 5% en 2022, le FMI et la Banque mondiale annoncent un déficit élevé de 8% en 2023 contre 10,3% en 2022 du fait de l'augmentation des dépenses de sécurité
et des subventions. Le budget de la défense, en forte croissance, se classe aujourd'hui en 3e position derrière l'administration publique et l'éducation. Une situation qui réduit substantiellement les fonds alloués aux secteurs sociaux tels la santé. Selon les experts de Bretton Woods, près de la moitié des recettes totales du Burkina Faso sera consacrée au paiement des salaires et intérêts qui représentent respectivement 8,6% et 1,8% du PIB. Seuls 9,1% du PIB, dont 40% devraient provenir des financements extérieurs, iront aux dépenses d'investissement. Et la dette intérieure, elle, devrait se renforcer en 2023, indiquent le FMI et la Banque mondiale. Vous venez de l'entendre, l'exécutif fonde donc son optimisme sur une reprise de la production d'or avec le projet de réouverture des sites miniers fermés pour insécurité. Et même si ces sites reprenaient service, force est de reconnaître que certains d'entre eux sont en fin d'activité et c'est là que se pose la problématique de la réhabilitation des sites miniers. Comment y arriver? La société Rosgold Sanou, implantée à Bagassi dans les Balais, joue la carte de l'anticipation. Des actions de concertation sont entreprises dans ce sens. Plus d'explications avec Benjamin Kwame. En exploitation depuis 2015, le site minier de Yaramako, implanté à Bagassi, dans la province des Balais, fait partie de la dizaine de sociétés minières au Burkina Faso dont les permis d'exploitation sont presque à terme. Conduite par Rosgold Sanou, en exploitant le minerai, le sol, l'environnement et les localités peuvent être ou sont simplement impactés à divers niveaux. La Chambre des mines du Burkina, consciente de la responsabilité sociale et sociétale de toutes les entreprises minières, veut avoir un guide pouvant être utilisé convenablement au soir de la fermeture de ces sites miniers pour une meilleure réhabilitation. Au Burkina, la durée moyenne d'une société minière, c'est 7 ans. Donc, je dis bien moyenne. Et c'est même l'une des raisons qui a fait que la Chambre des mines a voulu convier l'ensemble des partenaires pour que nous puissions nous pencher sur la fermeture, mais beaucoup plus sur le volet social et sociétal. Parce que la partie environnementale, elle est vraiment, il y a suffisamment de la documentation là-dessus, il y a la réglementation là-dessus. Mais par contre, la partie sociale et sociétale, c'est vrai qu'il y a des mines qui ont déjà été fermées à travers le monde, mais la documentation n'est pas abondante. Rosgold Sanou, ce n'est pas uniquement de l'extraction du minerai. Dans son plan social, ce sont des infrastructures réalisées dans plusieurs secteurs comme l'éducation, la santé, l'eau et l'hygiène, sans oublier les mécanismes de protection de l'environnement qu'elle a mis à exécution. En prenant part à ce cadre de réflexion, c'est une plus-value pour tous les acteurs. Et à l'étape de la réhabilitation ou de la fermeture des mines, nous sommes interpellés à travailler que les bonnes pratiques, les bonnes mesures puissent bénéficier d'une part aux communautés, d'une part aussi aux employés que nous sommes. Vous n'êtes pas sans ignorer que les employés, ils constituent une grande marge en termes de pourcentage des travailleurs qui viennent des localités. Donc ils sont considérés comme étant de la communauté. Et quand une mine ferme, ça veut dire que tous ces employés-là, toutes ces personnes sont sans emploi. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons mettre en place? Quelles sont les stratégies, les démarches que nous allons entreprendre pour que d'ici la fin de la mine, nous puissions avoir des accords, mettre des accords avec l'administration, le management, pour que les employés soient bénéficiaires, pour que également nous puissions assister à une véritable transition apaisée au niveau des communautés. Et ce n'est pas le premier magistrat de la commune de Bagassi qui dira le contraire. Pensez à des actions pouvant permettre aux populations de bénéficier toujours des retombées de la mine, même après avoir mis la clé sous le paillasson, est toujours bénéfique. Ce cadre d'échange est tout simplement salutaire. La mine, il y a des installations, il y a des infrastructures qui ont été construites et il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Et à la fin de ce projet, à la fermeture de la mine de Yaramoko, tout ce qui est matériel, tout ce qui est infrastructure peut être cédé et rétrocédé à la communauté, à l'administration et ainsi de suite.
La tribune a été donnée aussi au Fonds d'intervention pour l'environnement pour expliciter les dispositions légales en la matière et le processus de réhabilitation tout en levant un point de voile sur les fonds cotisés par les mines qui peinent à être décaissés pour la cause. Tout cela a été assorti de recommandations dans le but de mieux faire pour les sites miniers qui désirent ouvrir au Burkina Faso. Venons-en au dossier de ce soir. C'est une pratique qui consiste à enlever le prépuce qui recouvre le gland de l'organe génital masculin. Il s'agit bien de la circoncision. La pratique est devenue médicale au fil des années. Elle se fait avec brio dans les centres de santé, mais il y a encore des parents qui préfèrent la méthode traditionnelle. C'est ce que Moussa Yonli a pu constater dans la ville de Fadangourma. Reportage. Avant l'arrivée de la médecine moderne, c'est dans les camps d'initiation que la majorité des garçons étaient circoncis. Avec la multiplication des centres de santé, de plus en plus, les parents y conduisent leurs enfants pour l'ablation du prépuce. Néanmoins, il y a toujours des inconditionnels de la circoncision traditionnelle. J'ai vu les conséquences des gens qui ont eu à faire avec la médecine moderne et que ça n'a pas marché. Donc c'est ça effectivement qui m'a motivé. Je ne voudrais pas reprendre ça à plusieurs reprises et c'est ça qui m'a motivé à aller. En moins d'une semaine, l'enfant était déjà guéri sans problème. On pouvait déjà le mettre au dos. Elle a beaucoup d'avantages. Voilà. Une fois fait, voilà, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller au CSPS. La guérison aussi se fait rapidement. Et en plus de ça, côté esthétique, voilà, nous, on a constaté que traditionnellement, là, c'est plus esthétique. Amadou Tchombiano pratique la circoncision il y a plus de 30 années. Par mois, il circoncie plus de 10 garçons. La circoncision des enfants est une culture transmise par nos parents. J'exerce ce métier, cela fait plus de 30 ans. Je circoncis plus de 10 garçons par mois. La principale différence entre la circoncision traditionnelle et moderne se trouve à un seul niveau, selon Amadou Tchombiano. La différence entre nous et les infirmiers est que nous, après circoncision, le bandage n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas. La vraie différence, c'est que les infirmiers font des sutures avec des fils et nous non. De l'alcool, de la pommade pour plaies, une lame neuve et cet outil dans lequel la lame est placée, ce sont là les outils de travail de Tchombiano Amadou. Cela fait 5 jours qu'il a circoncis 2 garçons. Il nous propose de rendre visite au bébé pour constater l'évolution de la cicatrisation. Évolution positive de la cicatrisation, tel est le résultat du contrôle pour ces 2 garçons. Les parents qui apprécient la circoncision traditionnelle pensent qu'une collaboration entre tradition et modernité serait une bonne chose. Une idée que Amadou Tchombiano ne rejette pas. Sur ce point, le ministère de la Santé ne nous a pas approchés. Sinon, nous pouvons collaborer avec les infirmiers pour aller le faire au CSPS. Pour l'instant, chacun évolue de son côté avec ses avantages et ses inconvénients. Des jeunes issus des partis politiques et des organisations de la société civile réunis dans un même cadre. À l'initiative, le secrétariat exécutif chargé du genre à l'AGEA, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, en ligne de mire, développer leur leadership pour mieux impacter leur environnement. Surtout, Justin Dabiri. Considérés comme l'avenir de toute nation, les jeunes et les femmes sont également des agents du changement pour les systèmes politiques inclusifs et de changement politique pacifique. Pour relever ce défi, les jeunes et les femmes ont besoin d'affirmer leur leadership. L'AGEA, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, à travers cet atelier de formation initié par son secrétariat exécutif chargé du genre, vise à outiller les jeunes et les femmes
des partis politiques et des OSC de Bobo Dioulasso sur le leadership politique, la prévention des conflits électoraux et de renforcer leur engagement au sein des partis politiques et des OSC. Il faut dire que nos différents pays, le Burkina, Mali, Niger, les pays du Sahel, traversent vraiment des crises sociopolitiques. Ces derniers temps, on a un gouvernement de transition. Les activités des partis politiques ont été suspendues et ce qui ne favorise pas vraiment l'engagement des jeunes à la gouvernance de nos pays. Au niveau électoral, il faut dire qu'il y a une tension et beaucoup de personnes, de voix s'élèvent pour protester contre les élections qui sont prévues pourtant en juillet 2021. Et cette formation-là, l'objectif réel, c'est vraiment d'outiller les jeunes et les jeunes, et en particulier les jeunes filles des partis politiques et OSC, pour les permettre en fait de développer leur leadership. Cet atelier de formation a contribué à renforcer le leadership politique des jeunes, en particulier des jeunes femmes, et a fait en sorte qu'ils améliorent leur compréhension de la démocratie et des élections. C'est une formation très enrichissante car ça m'a permis de comprendre plein de choses sur le leadership et les conflits, comment régler les conflits, la politique, la démocratie. Avant, j'étais dans la politique, mais je ne savais pas ce que c'était vraiment la démocratie. Mais grâce à cette formation, j'ai pu connaître certaines choses que j'ignorais. Quand on parle de leadership, le règlement des conflits, c'est des choses que le pays, même en quelque sorte à l'heure actuelle, en a besoin. Donc j'en ai appris beaucoup et je pense que par cette formation aussi, je peux relater les infos, ce que j'ai recueilli de la formation à d'autres personnes qui vont le mettre en pratique. 25 jeunes des partis politiques et OSC de Bobo Dioulasso ont participé à cet atelier de formation. Un atelier qui avait pour thème leadership politique, gestion des conflits et critères pour des élections libres et équitables est bien apprécié par la marraine. Ce que moi particulièrement j'entends d'eux, qu'eux-mêmes ils se réinvestissent, ils réinvestissent ce qu'ils ont appris, qu'ils se lancent des défis pour affirmer leur leadership. Et lorsque le leadership est affirmé, c'est beaucoup plus facile d'aller à la conquête de postes électifs. Cet atelier introductif sur le leadership politique et la prévention des conflits électoraux entre dans le cadre du projet Power of Dialogue initié par le Centre pour la démocratie, le développement et la culture, plus connu sous le nom de Gorée Institute. Il est financé par Gorée Institute, l'AGIA et de bonnes volontés. Ils sont aussi jeunes et veulent affirmer leur leadership en se rendant utiles à leur nation, morceau choisi, planter des arbres et donner un peu de leur sang pour ravitailler la banque de sang en cette période où les besoins sont énormes. Ce sont les membres de la Fédération pour le développement local qui sont en action à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Objectif, mettre en terre une soixantaine de plantes et récolter 150 poches de sang. Abdou Aziz Sari. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, le Centre national de transfusion sanguine se ravitaille en sang neuf. La cible, les étudiants avec en avant-poste leur parrain Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice et des Droits humains. Le garde des Sceaux et ses filleuls entendent ainsi venir en aide aux VDP et FDS blessés dans la lutte contre le terrorisme. Vous savez que nous sommes dans un contexte aussi particulier. Nous avons des troupes engagées au front. Quelquefois, des blessés ont aussi besoin de sang pour se remettre en état. Donc, en fait, c'est un acte social et patriotique que nous sommes en train d'accomplir. Initié par la Fédération pour le développement local FDL, en collaboration avec l'ONG SOS 100 et le mouvement endogène, cette campagne devrait permettre à terme de récolter plus de 150 poches de sang. Nous avons constaté qu'en période de vacances, le Centre national de transfusion sanguine a dit que les élèves sont les plus grands potentiels donneurs, alors que pendant les vacances, ils ne sont pas là. Donc l'association a jugé utile et quand bien même soit notre objectif, nous accompagnons le monde rural à développer leur activité de rémunératrice de revenus. Donc pour produire, il faut être en bonne santé. Voilà, c'est pourquoi nous avons choisi cette période où les donneurs ne sont pas assez nombreux. Donc la FDL veut répondre à cette urgence du mois d'août. À côté du don de sang, il y a aussi des actions d'éco-citoyenneté.
Dans l'enceinte de l'Université Norbert Zongo de Koudougou, la Fédération pour le développement local et ses partenaires mettent en terre plus de 60 plants composés de manguiers, goyaviers et citronniers, entre autres. Et vous savez, l'arbre, l'environnement, c'est l'environnement qui conditionne la vie humaine. Et nous avons décidé ici de planter ces arbres-là pour apporter encore de la visibilité et de l'importance à notre environnement. Plans mis en terre, reste le défi de leur entretien. Les responsables de l'Université Norbert Zongo s'engagent. Je voudrais d'abord remercier la Fédération pour le développement local là, pour le choix de notre institution pour planter ces arbres. Et pour l'entretien, il existe au sein de l'université des associations d'étudiants. Nous allons les mobiliser pour cet entretien-là. Cette journée de reboisement et de don de sang se termine par des remises d'attestations de reconnaissance et un bilan des activités de la Fédération pour le développement local. Bilan jugé satisfaisant. C'est le parcours d'un Burkinabé entrepreneur vivant aux États-Unis d'Amérique, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Iggy Lion, Hippolyte Guigemdé. C'est le fruit de l'abnégation face à l'adversité qui jalonne sa vie. Dans le but d'être un modèle pour la jeune génération, il prend sa plume et met sur le marché une œuvre autobiographique, Des méandres à la lumière, la rançon de la persévérance. C'est l'intitulé du livre dédicacé ce dimanche. Maxime Ilboudou. C'est un livre qui retrace le parcours d'un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. L'œuvre autobiographique met en lumière la persévérance et la combativité de Hippolyte Guigemdé, un citoyen burkinabé vivant aux États-Unis. Après avoir tenté sans succès les concours directs à la fonction publique, l'homme décide de faire des petits métiers comme parqueur, laveur de moto, réparateur de téléphone, commerçant pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré sa ténacité, sa situation financière ne s'améliore guère. Il décide alors d'aller à l'aventure pour tenter sa chance. Au pays de l'oncle Sam, il poursuit ses études pour sortir ingénieur en informatique. Aujourd'hui, cadre dans le domaine de la cybersécurité, Hippolyte partage son expérience avec les jeunes. Par sa détermination, l'homme a réussi à quitter des méandres pour la lumière. Il faut avoir la foi et il faut être persévérant. Parce que, selon moi, vous ne pouvez pas rester sur place et prétendre à un changement. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut avoir un objectif, il faut avoir de l'ambition. Pendant ce temps, on ne sait pas exactement par où ça vient. Donc on ne peut pas, comme je vois d'autres qui sont figés à faire, qui sont concentrés seulement, focus sur les concours. Pendant qu'ils peuvent essayer de faire de l'élevage ou de cultiver, mais ils veulent seulement avoir un concours. L'auteur a fait preuve de résilience, de combativité. Il a montré notamment, il montre à la jeunesse que lorsque l'on tombe, on peut se relever, on peut tomber plusieurs fois. L'essentiel aussi, c'est de pouvoir se relever plusieurs fois. Son histoire invite les jeunes à s'armer de courage pour se frayer un chemin et réussir. Pour l'auteur, chaque réussite a une histoire qui commence par la souffrance. L'homme est aussi connu sur les réseaux sociaux pour ses messages qui sensibilisent la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Ma vie personnelle est plein d'expériences qui peut servir à d'autres personnes. Donc pour moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes. Je reçois des messages de plusieurs frères et sœurs et je sais que beaucoup de gens vivent la même situation que j'ai vécue. Beaucoup veulent même lâcher. Mais d'autres sont revenus me dire à travers quelques posts que je faisais déjà sur Facebook que vraiment mes posts les motivent, ils ont changé. J'ai dit bon d'accord, si déjà des petits messages peuvent vraiment aider, alors je vais mettre toute mon expérience proposer mon expérience à tout le monde. La quarantaine aujourd'hui, il se réjouit de son parcours qui a connu tant d'embûches pour servir d'inspiration à d'autres. Cette œuvre pleine d'émotions, dédicacée ce 20 août, est disponible dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA. Je vous le disais plus haut,
un Burkinabé sur la plus haute marche du podium en termes d'athlétisme mondial. Hugues Fabrice Zango vient de remporter la médaille d'or au triple saut aux mondiaux d'athlétisme ce soir même à Budapest. C'est le premier titre mondial que le Burkina Faso décroche, que le Burkinabé décroche en faisant un bond de 17,64 mètres. C'est la première médaille d'or de l'histoire du Burkina Faso mondiaux d'athlétisme. Je vous présente maintenant son et en image son tout dernier saut avant l'étape de la victoire finale. Bravo Fabrice Zango, voilà le nouveau champion du monde du triple saut. Il était deuxième à Eugene et désormais le voilà sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'est superbe pour le Burkina, super pour Teddy Tamgo et super pour Hugues Fabrice Zango. Médaille d'or du triple saut devant Lazaro Martinez, le Cubain, et devant Christian Napoles, le deuxième Cubain. Ah, il peut le hisser haut, le drapeau du Burkina Faso. 17 mètres 64 à son 5e essai. Hugues Fabrice Zango, deuxième Martinez, 17 mètres 41. Alors, on y reviendra en détail certainement à l'émission Sport Time de ce soir même à 21h. C'est une dernière minute. Bravo donc au Burkinabé Fabrice Zango pour cet exploit historique. À fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis les localités de Dialgaï dans le Kouritenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.